Mon frère m'a dit, assieds-toi près des ordures, là où est ta place, après m'avoir utilisé comme un distributeur automatique de billets pendant des années. Alors, je suis parti, et ce que j'ai fait ensuite a anéanti son empire. Je suis un homme de 32 ans et je travaille sur une plateforme pétrolière depuis 10 ans. Je ne parle pas de ces postes de direction confortables en mer. Je parle du vrai travail, fait d'acier et de sueur, où un seul faux mouvement signifie que quelqu'un ne rentrera pas à la maison. Des journées de 14 heures dans des conditions météorologiques qui pousseraient des employés de bureau à se mettre en arrêt maladie pendant un mois. Le travail est un enfer, mais l'argent est bon si on sait le gérer intelligemment. Pendant que mes copains d'université s'endettaient avec des prêts étudiants pour des diplômes qu'ils n'utilisent pas, j'engrangeais de sérieuses sommes d'argent. Je suis propriétaire de ma maison, sans crédit, dans un quartier correct. Pas d'hypothèque, pas de colocataire, aucune dette. Je conduis un F250 de 2018 que j'ai payé comptant. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste un bourreau de travail fiable qui affronte les hivers du Dakota du Nord sans se plaindre. J'ai transformé mon garage en une salle de sport à domicile qui ferait passer la plupart des installations commerciales pour des jouets Fisher-Price, une cage à squat complète, un banc de compétition, assez de poids pour faire couler un petit bateau, et une plateforme de soulevé de terre que j'ai construite moi-même et qui peut supporter les 265 kilos que je soulève les bons jours. Quand on travaille aussi dur que moi, on a besoin d'un endroit pour canaliser cette énergie une fois à la maison. Ma famille vient d'un monde entièrement différent. Mon père dirige ce qu'il appelle une agence immobilière, ce qui n'est en réalité que lui, revendant des biens saisis à crédit et croisant les doigts pour que le marché ne flanche pas. Il n'a pas réalisé de bénéfices honnêtes depuis 2012 mais continue de conduire une voiture en leasing et de porter ses ridicules costumes slim qui lui donnent l'air d'être lentement digéré par un serpent. L'occupation à plein temps de ma mère consiste à se faire passer pour une riche héritière lors d'événements caritatifs, où les dons réels sont inférieurs à ce que les gens dépensent en tenue. Elle maîtrise parfaitement le rôle, les bijoux discrets qui sont en fait chers, le rire étudié qui suggère une éducation dans une école privée qu'elle n'a jamais eue. Et puis il y a mon jeune frère, Kevin, 30 ans, qui se présente comme un entrepreneur dans la tech et PDG lors des réunions de famille. Ce qui se traduit en réalité par un pique-assiette sans emploi vivant dans la maison de la piscine de mes parents, que j'ai rénové avec 23 000 $ de mon propre argent lors d'un moment de faiblesse il y a 3 ans. Kevin vit toujours dans le sous-sol aménagé de nos parents, sans payer de loyer, bien sûr, et a l'audace d'appeler ça son incubateur de start-up, même si la seule chose qui y incube est la moisissure sur ses vêtements sales. Papa le présente comme le fils du PDG aux événements de l'église, tandis que maman fait toujours sa lessive et lui prépare ses plats préférés chaque dimanche. Il le traite comme s'il était le Messie réincarné en Steve Jobs. Pendant ce temps, je ne suis que la déception de col bleu qui paie pour tout mais n'obtient aucun respect. Le distributeur automatique familial avec un pouls. Depuis 2017, comme l'idiot que je suis, je tiens un tableur. Les dégâts, 12 500 $ à papa pour des impôts professionnels qu'il avait oubliés. 8 800 $ à maman pour sa chirurgie d'urgence, des soins dentaires esthétiques et du botox. 27 600 $ à Kevin, répartis sur 11 projets différents qui se sont tous évaporés comme la rosée du matin. Cela fait près de 49 000 $ en 5 ans qui ont tout simplement disparu dans le gouffre financier familial. Pas un seul centime de remboursé, pas même un merci sincère au-delà du soulagement immédiat une fois le chèque encaissé. C'est la même histoire depuis que j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent. Les appels arrivent toujours au même moment, juste après la paie. C'est comme s'ils avaient mon calendrier de virement collé sur leur réfrigérateur. Toujours une urgence. Toujours ça ne peut pas attendre un jour de plus. Urgent. Toujours juste pour cette fois. Et je te rembourserai quand les choses iront mieux. Le pire? Je savais ce qui se passait. Je n'étais ni aveugle ni stupide. J'avais juste ce sentiment tordu d'obligation parce que c'est ce que fait la famille. Comme si je leur devais de m'avoir élevé, même si ce qu'ils ont surtout élevé, ce sont leurs attentes sur ce que je pouvais leur donner. Décembre dernier a marqué le début de la fin, bien que je ne l'ai pas reconnu à l'époque. Je travaillais de nuit sur la plateforme pendant une vague de froid particulièrement brutale. Défaillance matérielle sur le plancher de forage. Fatigue du métal, accélérée par les températures négatives. Un tendeur a cédé, et une section de chaîne lourde a fouetté la plateforme comme un serpent en colère. Elle m'a attrapé en plein sur le côté droit. Ma clavicule s'est cassée net. Une douleur comme je n'en avais jamais ressenti.
Pas la brûlure musculaire d'un entraînement intense ou la douleur sourde d'une longue journée de travail. C'était un éclair blanc, brûlant, à couper le souffle et à brouiller la vue, qui partait de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Un hélicoptère médical d'évacuation m'a transporté à l'hôpital le plus proche doté d'un centre de traumatologie. Chirurgie pour remettre l'os en place avec des broches. Le médecin, une femme sans chichi avec des avant-bras de grimpeuse, a dit qu'il faudrait au minimum 6 semaines de convalescence avant même de penser à un travail léger. Elle a dit que si je précipitais les choses, je risquais des lésions nerveuses permanentes et une réduction de la force de mon côté dominant à vie. J'étais de retour sur le site en 12 jours. Non pas parce que j'étais guéri, les agrafes chirurgicales étaient à peine retirées, mais parce que mon équipe manquait de personnel pendant la période des fêtes, où la demande explose et tout le monde pousse pour atteindre les quotas de fin d'année. De plus, l'indemnisation pour accident du travail ne couvre pas tout. Les factures ne s'arrêtent pas simplement parce que vous êtes blessé. Vous savez combien de fois ma famille m'a rendu visite pendant ma convalescence? 0. Pas une seule fois. Même pas un passage en voiture. Papa était débordé par les clôtures de fin d'année. Maman avait son au circuit caritatif de Noël. Kevin faisait du réseautage à Aspen aux frais de mes parents. La seule personne qui est venue, c'est Megan, 28 ans, une infirmière des urgences à l'hôpital général du comté qui fait des gardes en traumatologie qui briseraient la plupart des gens. Elle a conduit 3 heures sous une tempête de neige après avoir terminé une garde de nuit de 12 heures pour m'aider à me laver parce que je ne pouvais pas lever mon bras au-dessus de la taille au 3e jour de ma convalescence. Alors que j'étais à moitié conscient sous l'effet des analgésiques prescrits, une carte de ma famille est arrivée, une enveloppe bleu ciel avec un ours en peluche tenant un ballon au bon rétablissement. Megan l'a ouverte car mes doigts ne fonctionnaient pas bien. À l'intérieur, il y avait un mot de maman de sa belle écriture fluide, « J'espère que tu guéris vite. Quand tu seras de nouveau sur pied, pourras-tu jeter un œil à l'ouvre-porte de garage. Il fait encore des siennes. Aussi, il nous manque de l'argent pour les charges de la maison de la piscine ce mois-ci. Environ 340 $. Merci. Pas de « Comment te sens-tu » Pas de « Nous nous inquiétons pour toi ». Pas de « Pouvons-nous t'apporter quelque chose » Juste une foutue liste de choses à faire et une facture déguisée en préoccupation. Quand j'ai demandé à Megan ce qu'il y avait d'écrit, elle m'a regardé fixement un long moment, puis l'a froissé et l'a jeté à la poubelle sans un mot. Plus tard cette nuit-là, alors qu'elle pensait que je dormais, je l'ai entendu au téléphone avec quelqu'un, sa voix basse mais intense. Il ne se soucie même pas qu'il soit blessé, seulement de ce qu'il peut faire pour eux. C'est malsain. Le lendemain matin, en changeant mes bandages, elle a finalement dit ce qu'elle retenait. Tu sais qu'ils ne t'aiment pas, n'est-ce pas? Ils aiment ce que tu leur donnes. Il y a une différence. Je ne les ai pas défendus. J'ai juste laissé ces mots en suspens, comme de la fumée après un coup de feu. La convalescence a été brutale. Des exercices de kinésithérapie 3 fois par jour. Apprendre à tout faire de la main gauche. Dormir assis dans un fauteuil inclinable parce que s'allonger provoquait des douleurs fulgurantes dans mon épaule. Pendant tout ce temps, mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer avec des textos de la famille, non pas pour demander comment j'allais, mais des variations sur « Quand seras-tu de retour au travail ?» Traduction, quand l'argent recommencera-t-il à couler à flot? 2 mois après la fracture de la clavicule, avec mon bras toujours pas tout à fait remis et les exercices de kinésithérapie faisant partie de ma routine quotidienne, Kevin s'est fiancé. Je l'ai appris par un message de groupe avec des photos professionnelles jointes. Il posait sur un quai à Aspen au coucher du soleil, Kevin dans un pull en cachemire que je n'avais jamais vu auparavant, son bras autour d'une blonde en col roulé blanc et bottes en cuir caramel. Elle s'appelait Brittany. Il s'est avéré que Brittany venait d'une famille très riche. Pas de nouveaux riches, pas de richesse des réseaux sociaux, mais une richesse générationnelle, d'intérêts composés depuis des décennies. Son père possédait une chaîne de concessionnaires de voitures de luxe dans 3 États, le genre de famille qui ne parle pas d'argent parce qu'ils en ont depuis si longtemps qu'ils n'ont pas besoin d'y penser. Soudain, Kevin agissait comme s'il venait d'être le premier choix de la draft de la NFL. Il a commencé à publier de la sagesse entrepreneuriale sur LinkedIn, des phrases comme « mentalité de richesse » et « le succès attire le succès » accompagné de photos de lui dans des halls d'hôtels où il ne séjournait pas réellement. Ce type, qui n'avait pas gardé un emploi plus de 3 mois, était soudainement un gourou des affaires parce qu'il avait réussi à convaincre une fille riche qu'il était quelqu'un de spécial. Et mes parents gobaient à tout cru, comme si cela validait toutes leurs années à le soutenir.
2 semaines après l'annonce des fiançailles, maman a appelé. Sa voix avait cette couche supplémentaire de douceur qui signifiait toujours qu'elle voulait quelque chose. Ils organisaient un dîner de fiançailles pour Kevin et Brittany. Un événement privé dans un restaurant chic du centre-ville appelé Skyline. 19h précise. Tenue de cocktail exigée. J'ai juste dit, j'y serai, sans poser de questions. Puis elle a ajouté, presque comme une pensée après coup, assure-toi de porter quelque chose d'approprié. La famille de Brittany est très raffinée. Et fais quelque chose pour tes mains. Peut-être une manucure. Elles ont l'air si industrielles. Oui, parce que les mains calleuses qui avaient payé la rénovation de sa cuisine pourraient offenser les sensibilités délicates de ces gens. Mais j'ai avalé l'insulte comme je l'avais toujours fait. La veille du dîner, j'ai reçu un appel de l'oncle Bobby, le frère aîné de mon père, un marine à la retraite qui a fait 3 tours en Afghanistan avant de se reconvertir dans la sécurité privée. C'est le seul membre de la famille avec une véritable colonne vertébrale et le seul qui ne parle pas couramment le baratin. Ils s'attendent à ce que tu paies l'addition, a-t-il dit. Pas de bonjour, direct au but. Comment le saurais-tu? Ai-je demandé, sentant déjà mon estomac se nouer. Ta mère m'a appelé plus tôt, pour voir si je pouvais t'aider au cas où tu serais un peu juste financièrement après ta blessure. Elle a dit que le dîner pourrait coûter 4 ou 5 000 $ et qu'il voulait s'assurer que tu ne ferais pas de scène à ce sujet. Je n'ai pas dit grand-chose après ça, je l'ai juste remercié pour l'avertissement et j'ai raccroché. J'ai passé la nuit à faire les 100 pas dans mon salon, essayant de décider quoi faire. Une partie de moi voulait ne pas y aller, les laisser en plan, mais une autre partie avait besoin de voir jusqu'où il pousserait les choses. J'avais besoin de la confirmation que je n'imaginais pas le manque de respect. Alors, je me suis présenté au Skyline à 18h57. La file des voituriers ressemblait à une vitrine de concessionnaires de luxe, des Range Rover, des Mercedes G-Wagon, au moins 2 Ferrari. Mon pick-up était le seul de la file. J'ai tendu les clés au voiturier comme si j'étais le propriétaire des lieux et je suis entré, les épaules droites. Le Skyline occupait les 2 derniers étages de l'un des plus hauts immeubles du centre-ville. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue à 360 degrés sur la ville qui semblait presque irréelle. La salle à manger principale comportait une disposition de tables en nu pouvant accueillir environ 20 personnes, des verres en cristal qui captaient la lumière et des couverts sophistiqués qui coûtaient probablement plus cher que mon budget d'épicerie hebdomadaire. Je me suis approché sans fanfare, une bouteille de champagne à 120 $ à la main. Kevin m'a repéré en pleine phrase, et son expression a changé de manière presque imperceptible, un resserrement autour des yeux, un léger affaissement au coin de la bouche. Puis le masque est revenu en place, et il a souri, bien que cela n'atteigne pas ses yeux. Oh, salut, grand gars. On, a manqué de place à la table principale. Il a fait un signe de tête vers l'autre côté de la pièce. Il y a une place pour toi là-bas. Je me suis tourné pour regarder où il montrait. Ils avaient placé une seule chaise en métal à une table de service carrée juste à côté du poste de débarrassage, là où les serveurs raclaient les restes de nourriture dans une poubelle à 6 pieds de l'endroit où des steaks à moitié mangés et de la sauce figée étaient jetés dans des poubelles industrielles. Pas de nappe, pas de couvert, pas d'argenterie. Juste une chaise en métal, un gobelet en plastique d'eau, et une vue de premier rang sur le système d'élimination des déchets du restaurant. J'ai regardé à nouveau la table principale, les 20 paires d'yeux qui observaient avec divers degrés d'intérêt ou de malaise. Maman m'a fait ce sourire pincé et aux lèvres serrées que les gens utilisent quand ils vous supplient silencieusement de ne pas faire de scène. Papa a soudainement trouvé sa serviette fascinante, étudiant ses plis comme si elle contenait les secrets de l'univers. Alors, je me suis assis à la table des ordures. Non pas parce que je l'acceptais, mais parce que je voulais voir jusqu'où il pousserait le bouchon, à quel point le manque de respect deviendrait flagrant avant que quelqu'un n'importe qui ne reconnaisse la situation. Je voulais me prouver une fois pour toutes où se situait exactement ma place dans la hiérarchie familiale. La réponse, apparemment, se situait quelque part en dessous du poste de débarrassage mais légèrement au-dessus des vraies ordures. Je suis resté assis là en silence pendant près de 3 heures pendant que 20 personnes festoyaient. Je les ai regardés passer à travers 5 plats qui coûtaient probablement plus cher que ce que la plupart des familles dépensent en courses pour un mois. On ne m'a même pas offert un morceau de pain ou un verre d'eau au-delà du gobelet en plastique qui était déjà à ma table quand je suis arrivé. Depuis mon siège adjacent aux ordures, je pouvais entendre des bribes de conversation. Kevin a fait un discours sur les valeurs familiales pendant que maman s'éponguait les yeux comme si c'était la cérémonie des Oscars. Pendant ce temps,
j'étais assez près du poste de débarrassage pour devoir parfois me pencher pour éviter d'être éclaboussé par la sauce raclée des assiettes. La situation était si absurde qu'elle en devenait presque drôle. Ces gens qui se disaient de ma famille m'avaient littéralement assis à côté de la poubelle et agissaient comme si c'était parfaitement normal, comme si je devais être reconnaissant d'être même dans la même pièce. J'ai vérifié mon téléphone vers la 2e heure et j'ai vu un texto de Megan. Comment se passe le dîner chic? Ma réponse a été simple. Ils m'ont assis à côté de la foutue poubelle. Sa réponse est revenue presque instantanément. Tu plaisantes? Lève-toi. Sors de là. Ils ne te respectent pas. Ils ne l'ont jamais fait. Puis, quelques minutes plus tard, un message de l'oncle Bobby. Comment se passe le festin royal? Je lui ai envoyé une seule phrase. Je suis littéralement assis à côté d'une poubelle. Sa réponse ne contenait que 4 mots. Prends des photos. Fais-moi confiance. C'est ce que j'ai fait. Des clichés discrets qui n'attiraient pas l'attention. Un de ma chaise en métal et de ma table nue. Un de la table principale à 15 pieds de là avec ses couverts élaborés et ses centres de table floraux. Un de la poubelle juste derrière moi, où les serveurs avaient raclé les assiettes toute la nuit. Je ne me sentais plus en colère, juste un calme étrange, comme si je regardais tout cela arriver à quelqu'un d'autre, comme si j'étais enfin sorti de l'illusion et pouvais voir la situation pour ce qu'elle était vraiment. Il approchait de 22 heures quand ils ont finalement terminé leur dessert élaboré. J'étais assis sur la même chaise en métal depuis plus de 3 heures, à regarder, à attendre, à ne rien dire. On ne m'avait pas offert ne serait-ce qu'un petit pain ou un verre de vin de toute la soirée. Ma réponse est venue quand un serveur s'est approché de ma table, l'air nettement mal à l'aise. Un jeune homme, probablement étudiant. Il tenait un dossier en cuir noir. Monsieur, dit-il, sa voix professionnelle m'est tendue. L'addition finale pour la soirée s'élève à 4 287,53 $. Souhaitez-vous vous en occuper maintenant? J'ai ouvert le dossier et parcouru la liste détaillée, des alcools de qualité supérieure pour un total de plus de 900 $, plusieurs steaks à 120 $, des plateaux d'amuse-gueule à 85 $ chacun, des desserts à 35 $ par personne, un service déjà inclus. Je n'ai pas réagi extérieurement. J'ai simplement refermé le dossier, l'ai posé sur la chaise en métal à côté de moi, me suis levé et j'ai dit d'un ton normal et conversationnel, je ne fais pas partie de ce groupe. Le silence qui a suivi était absolu. Le quatuor à cordes avait fait une pause. La moitié de la table s'est tournée vers moi comme des nageurs synchronisés. Maman a cligné des yeux rapidement comme si elle essayait de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Papa s'est figé avec son verre à mi-chemin de sa bouche. Le serveur a hésité, ses yeux allant de moi à la table principale. Je suis désolé, qu'avez-vous dit? Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas bu. Je n'étais pas assis avec le groupe. Je ne paie pas leur addition. Kevin s'est alors penché en avant, les avant-bras sur la table, avec ce sourire narquois qu'il arborait toujours quand il pensait avoir le dessus dans une situation. Tu fais ça sérieusement, maintenant? Dit-il, sa voix assez forte pour que tout le monde l'entende. Allez, mec. Ne sois pas un connard. Paie comme tu le fais toujours. J'ai croisé son regard directement. Non. C'est tout. Pas de longue explication, pas de voix forte, pas de discours dramatique sur des années de ressentiment accumulé. Juste un simple refus. Le sourire étudié de Kevin a légèrement vacillé. Il a jeté un coup d'œil de côté au père de Brittany, qui fronçait maintenant légèrement les sourcils, l'expression d'un homme qui vient de réaliser que quelque chose ne colle pas dans une affaire. Maman est intervenue dans le silence, sa voix anormalement vive et cassante. Rob, chérie, ne faisons pas ça ici. Nous avons déjà dit à la famille de Brittany que tout était réglé pour la soirée. J'ai haussé les épaules, un simple mouvement d'épaule. Alors je suppose que quelqu'un ferait mieux de s'en occuper. Le serveur était maintenant visiblement mal à l'aise, se balançant d'un pied sur l'autre, le dossier noir serré devant lui comme un bouclier. Alors, à qui dois-je donner l'addition? J'ai fait un signe de tête vers la table principale. À n'importe qui sauf à moi. Kevin s'est alors levé, le visage empourpré, le masque de l'entrepreneur sophistiqué glissant pour révéler l'enfant gâté en dessous. Tu vas sérieusement nous laisser tomber devant sa famille après tout ce que nous avons fait pour toi? Cette phrase était si riche qu'elle aurait pu s'acheter sa propre table.
Mais je n'ai pas répondu, je ne suis pas entré dans son jeu. J'ai simplement pris mon manteau du dossier de la chaise, récupéré la bouteille de champagne non ouverte que j'avais apportée et que personne n'avait même reconnue, et je me suis tourné vers la sortie. En partant, j'ai entendu à nouveau la voix de Kevin, plus forte cette fois, avec une pointe de panique. « Waouh, tu pars vraiment? Comme ça ?» Je me suis arrêté sur le seuil, me suis tourné juste assez pour lancer une dernière phrase qui n'était ni criée ni dramatique, juste factuelle. « Ouais. J'en ai fini de payer l'addition. J'ai laissé l'incident du dîner de fiançailles décanter pendant quelques jours. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas répondu à leurs appels et textos de plus en plus frénétiques. Je me suis dit que le silence ferait plus de dégâts que tout ce que je pourrais dire. Mais j'ai gardé l'oreille ouverte grâce à l'oncle Bobby et à quelques connaissances communes, et il n'a pas fallu longtemps pour que les choses commencent à s'effilocher. D'abord, un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas environ 5 jours après le dîner. J'ai failli l'envoyer sur la messagerie vocale, mais quelque chose m'a poussé à répondre. C'était Brittany, la désormais ex-fiancée de Kevin. Sa voix n'était pas ce à quoi je m'attendais. Pas de larmes, pas de crise de nerfs, pas d'accusation. Elle semblait calme, contrôlée, comme quelqu'un qui avait déjà géré la crise émotionnelle et était passé en mode gestion des dégâts, la voix de quelqu'un élevé avec assez d'argent pour savoir que les émotions sont secondaires à la protection des actifs. Elle a demandé, sans préambule, si j'avais investi $10 000 dans l'entreprise de technologie de Kevin et si j'agissais en tant qu'associé commanditaire, comme il l'avait prétendu. Elle l'a dit très directement, comme si elle confirmait un fait qu'elle suspectait déjà être faux. Non, ai-je dit simplement. Pas d'élaboration, pas de défense. Elle est restée silencieuse un instant, juste le son d'une douce respiration au bout du fil, puis a expliqué la situation avec la même précision détachée que l'on attendrait d'un avocat d'affaires. Son père avait investi $185 000 dans la prétendue entreprise de Kevin, se basant en grande partie sur l'affirmation de Kevin que je soutenais le projet. Il leur avait montré des documents d'investissement avec mon nom, ma signature et mon prétendu rôle de conseiller opérationnel. Il s'est avéré que Kevin avait scanné un ancien formulaire de location que j'avais signé des années auparavant et avait simplement collé la signature partout comme un Mad Lib de start-up. Cette signature, bien sûr, était falsifiée. Tout comme l'histoire entière. Je n'ai pas réagi avec choc ou indignation. J'ai juste confirmé à nouveau que je n'avais aucune implication dans les entreprises de Kevin et que je n'en avais jamais eu, jamais signé de documents, jamais accepté de rôle de conseiller, jamais investi un centime à titre officiel. Brittany m'a remercié pour la confirmation d'une voix qui avait chuté de 10 degrés, puis a mentionné presque nonchalamment que les fiançailles étaient rompues et que l'équipe juridique de son père contacterait directement Kevin. Au cours de la semaine suivante, d'autres appels ont afflué. Finn, l'ami d'université de Kevin qui avait réussi à créer une entreprise de logiciels florissante, $65 000 investis dans l'entreprise fantôme de Kevin. Un autre type nommé Sam qui avait rencontré Kevin à un événement de réseautage, $30 000. Une femme nommée Isabelle qui était apparemment sortie brièvement avec Kevin 2 ans plus tôt, $15 000 dans ce qu'elle pensait être une opportunité d'investissement privé. Tous basés sur des documents avec ma signature falsifiée. Tous basés sur l'histoire que moi, le frère stable et employé avec de vrais actifs, j'étais impliqué en tant qu'associé commanditaire et garant. La prise de conscience m'a frappé comme un coup de masse. Kevin ne m'avait pas seulement utilisé comme un distributeur automatique toutes ces années. Il avait utilisé ma réputation, mon historique de travail et ma stabilité financière comme fondation pour un château de cartes élaboré. La seule chose que j'avais construite, une réputation de quelqu'un qui paie ses dettes et tient parole, il l'avait utilisée comme une arme contre d'autres personnes tout en me traitant comme un déchet. Ce n'était plus seulement du parasitisme. C'était une fraude criminelle avec mon nom attaché. Si je restais silencieux, je pourrais tout aussi bien être complice. J'ai passé un week-end à rassembler des preuves. J'ai demandé aux personnes qui m'avaient contacté de me transmettre tous les documents que Kevin leur avait envoyés, j'ai créé une chronologie des investissements et des affirmations, et j'ai fait des copies des messages textés des courriels où il avait fait référence à moi ou à ma prétendue implication. J'ai brossé un tableau complet de la fraude sans jamais contacter directement Kevin ou mes parents. Puis, le lundi matin, je me suis rendu au bureau du shérif du comté. Je suis entré en vêtements de travail, sans rendez-vous, sans avocat, et j'ai demandé à parler à quelqu'un au sujet de la fraude financière. J'ai été dirigé vers un détective qui avait l'air d'avoir vu toutes les arnaques imaginables et d'en être fatigué.
J'ai tout exposé sans émotion. Pas de drame familial, pas d'historique sur le dîner ou les années d'exploitation. Juste des faits. Mon identité a été utilisée pour commettre une fraude financière contre plusieurs victimes. Voici les preuves que j'ai rassemblées. J'ai laissé le dossier avec toute la documentation et mes coordonnées. Je suis allé travailler. Je n'ai dit à personne dans la famille ce que j'avais fait. J'ai juste attendu. Une semaine plus tard, Kevin a reçu une assignation. Finn avait déjà porté plainte pour fraude électronique et fausse déclaration. Le père de Brittany a suivi une fois qu'il a réalisé qu'il y avait d'autres victimes. Le détective à qui j'avais parlé m'a appelé pour me faire savoir qu'ils montaient un dossier et qu'ils auraient besoin d'une déclaration formelle. Les enquêteurs ont commencé à creuser et n'ont pas eu à aller bien loin. Kevin avait été d'une paresse presque risible dans sa fraude, réutilisant les mêmes documents d'investissement de base pour plusieurs victimes, changeant simplement les dates et les montants en dollars mais gardant ma signature falsifiée exactement à la même position sur chaque formulaire, la même fausse adresse d'entreprise, les mêmes projections bidons avec juste les chiffres changés. 3 jours après que Kevin a été assigné, maman a finalement envoyé un texto, non pas pour demander ce qui se passait ou pourquoi Kevin faisait face à des ennuis judiciaires, mais juste une demande pour que je vienne en discuter avec lui. Elle a dit que la situation devenait hors de contrôle et que nous devions présenter un front uni en tant que famille. Sa solution proposée, apparemment, était que j'aille avec eux au bureau du père de Brittany et que j'explique que tout cela était un malentendu qui avait été monté en épingle. Elle pensait encore que cela pouvait être géré, contenu et transformé en autre chose que ce que c'était. Elle n'avait aucune idée à quel point nous avions déjà dépassé ce stade. Dimanche après-midi, je me suis garé dans l'allée de mes parents. Je n'ai pas appelé à l'avance. Je n'ai pas répondu aux multiples messages me demandant de venir aider à régler la situation. Je me suis juste montré quand je savais qu'ils seraient tous là. La maison avait l'air comme d'habitude, une maison coloniale de 2 étages avec les piliers prétentieux que maman avait insisté pour ajouter lors de la dernière rénovation, la BMW en leasing de papa dans l'allée à côté du SUV Lexus blanc de maman. L'Audi de Kevin était là aussi, celle avec la plaque d'immatriculation personnalisée faisant référence à une blague privée que personne ne comprenait vraiment. Je suis entré sans frapper. Maison de famille, réunion de famille. Je les ai trouvés dans le salon, la tension assez épaisse pour être coupée au couteau. Kevin avait une mine affreuse, mal rasée, des cernes sombres sous des yeux injectés de sang, portant ce qui semblait être le même pantalon de survêtement et le même sweat à capuche depuis plusieurs jours, faisant les 100 pas sur le tapis de designer comme un animal en cage, s'arrêtant de temps en temps pour vérifier son téléphone comme s'il attendait un message qui résoudrait tout par magie. Maman était perchée sur le bord du canapé, le dos droit comme un i, les mains serrant une tasse de thé qui avait refroidi depuis longtemps. Elle s'était clairement habillée pour l'occasion dans ce qu'elle considérait comme une tenue de discussion sérieuse, un pull en cachemire et des perles, les cheveux fraîchement coiffés. Papa était assis dans son fauteuil en cuir, l'air soudainement plus vieux, les rides de son visage plus profondes que dans mon souvenir. Il portait encore ses vêtements de golf du dimanche malgré le froid de novembre, comme si maintenir une routine pouvait en quelque sorte retenir le tsunami qui se dirigeait vers leur façade soigneusement construite. Ils ont tous levé les yeux quand je suis entré. Maman s'est immédiatement levée, le soulagement se lisant sur son visage. Rob, Dieu merci. Nous avons essayé de te joindre. Toute cette affaire est devenue complètement hors de contrôle. Kevin a été gelé interrompu en posant un épais dossier en manille sur la table basse en verre. Le son qu'il a produit, un bruit sourd et décisif, a instantanément réduit la pièce au silence. J'ai remis tout ça au bureau du shérif du comté lundi dernier, ai-je dit, ma voix égale et calme. Il monte un dossier contre Kevin pour de multiples chefs d'accusation de fraude, d'usurpation d'identité et de fraude électronique à travers les frontières des États. Le dossier contenait tout, des impressions des documents falsifiés avec ma signature surlignée en jaune, des déclarations des différentes victimes détaillant combien elles avaient investi et ce qu'on leur avait promis, des captures d'écran de messages textes où Kevin m'avait mentionné comme son partenaire commercial, et des copies de relevés bancaires montrant les flux d'argent. J'avais passé des jours à tout rassembler, m'assurant que chaque détail était clair, chaque connexion documentée. Je voulais qu'ils voient exactement ce que j'avais vu, qu'ils comprennent l'ampleur de ce que Kevin avait fait pendant qu'il le soutenait. Kevin a explosé le premier, comme je le savais. Il s'est lancé dans une tirade sur le fait que je ruinais sa vie, que j'avais toujours été jaloux de lui, que j'aurais dû le soutenir quand il en avait besoin et que rien de tout cela ne serait arrivé. Tu aurais pu simplement signer. A-t-il crié,
des postillons volants. Ça ne t'aurait rien coûté. Tout le monde aurait gagné de l'argent. Mais non, tu devais jouer les moralisateurs. Jouer l'honnête travailleur tout en poignardant ton propre frère dans le dos. Je n'ai pas répondu. Je ne me suis pas engagé dans sa crise de colère. Je suis juste resté là, les bras le long du corps, observant la performance avec l'intérêt détaché de quelqu'un qui observe un animal au zoo. Maman a essayé d'intervenir, toujours la médiatrice, cherchant toujours le compromis qui maintiendrait l'illusion familiale. Il doit y avoir un moyen de régler ça, a-t-elle dit, sa voix vacillant entre autorité et supplication. Peut-être que tu pourrais faire une déclaration disant que tu avais initialement accepté de faire partie de l'entreprise, mais qu'il y a eu un malentendu sur l'étendue de ton implication, ou que tu avais verbalement autorisé Kevin à agir en ton nom. Je l'ai regardé droit dans les yeux, la voyant vraiment pour peut-être la première fois depuis des années. Je ne mentirai pas pour lui, ai-je dit sèchement. Plus jamais. Pas pour de l'argent. Pas pour la paix. Pas pour la famille. Si vous me contactez à nouveau à ce sujet, j'ajouterai la subornation de témoins et le harcèlement au dossier. Papa a finalement pris la parole. Tu laisserais vraiment ton frère aller en prison? Ton propre sang? Il s'y est mis tout seul, ai-je répondu. Je ne le sors juste pas de là cette fois. Je me suis retourné et je me suis dirigé vers la porte sans un mot de plus. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Kevin se briser avec un mélange de rage et de peur. Tu es mort pour moi. Tu entends ça? Mort. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai juste continué à marcher. J'ai laissé le dossier sur la table avec toutes les preuves d'années de mensonges et de manipulations. J'ai quitté la maison qui n'avait jamais vraiment été un foyer. J'ai quitté les gens qui n'avaient jamais vraiment été une famille d'une manière qui comptait. En partant, j'ai ressenti quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Pas de satisfaction ou de justification, mais une étrange sorte de paix, comme si je déposais un poids que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié ce que c'était que de se tenir droit. 2 semaines plus tard, les accusations étaient officielles. Kevin a accepté une négociation de peine, 14 mois dans un établissement à sécurité minimale, plus des ordonnances de restitution qu'il ne pourrait jamais honorer. Les enquêteurs ont découvert qu'il avait déjà créé des comptes offshore et converti une partie importante de l'argent en crypto-monnaie intraçable avant d'être arrêté. Mes parents ont évité de justesse les poursuites. Les procureurs n'ont pas pu prouver qu'ils étaient au courant de la fraude, malgré leurs mouvements financiers suspects. 6 mois ont passé. J'ai utilisé ce temps pour reconstruire ma vie sans le fardeau financier constant. J'ai emmené Megan à la montagne pendant une semaine et je l'ai demandé en mariage sur une falaise surplombant une vallée fluviale. Pas de public, pas de caméra, pas d'annonce sur les réseaux sociaux. Elle a dit oui sans hésiter. J'ai rénové la maison et construit une vraie salle de sport au sous-sol avec du matériel qui durerait des décennies. J'ai mis de côté plus d'argent en 5 mois qu'au cours des 2 années précédentes combinées. La vie a pris un rythme qui n'était pas dicté par les urgences des autres. Puis les choses sont devenues intéressantes. Fin avril, j'ai reçu un appel de Bobby. Je pensais que tu devrais savoir ce qui se passe, a-t-il dit sans préambule. Kevin a monté une dernière arnaque depuis sa cellule. Il a exposé les faits avec une précision militaire. Kevin avait monté une arnaque encore plus grosse depuis sa détention préventive. Il avait convaincu mes parents qu'avec assez d'argent, il pourrait conclure un accord pour éviter complètement la prison, une histoire de quelque intermédiaire très cher qui avait des relations avec le juge, le procureur et les victimes. Mes parents, désespérés d'éviter la honte publique d'un fils en prison, étaient tombés dans le panneau. Ils avaient pris une 2e hypothèque sur la maison, vidé ce qui restait de leur compte de retraite, et emprunté à des amis et à des membres de la famille élargie. Au total, ils avaient rassemblé un peu plus de 120 000 $ pour ce prétendu faiseur de miracles juridiques. Il n'y avait pas d'intermédiaire, pas d'accord secret. Kevin avait dirigé l'argent vers un compte offshore, puis en avait utilisé juste assez pour effectuer un paiement de restitution partielle au père de Brittany, le minimum nécessaire pour éviter que des accusations fédérales supplémentaires ne soient déposées. Le reste avait disparu, probablement caché quelque part pour sa libération éventuelle. Maintenant, mes parents faisaient face à la faillite, à la saisie immobilière et à de possibles poursuites pénales pour avoir signé des documents de prêt frauduleux. Leur maison était à quelques semaines d'être vendue aux enchères. La voiture en leasing de papa avait déjà été saisie sur le parking du country club, l'humiliation publique suprême dans leur cercle social. Ils vont venir te voir,
a finalement dit Bobby. Je pensais que tu devrais savoir. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Je n'ai pas ressenti la satisfaction que certains pourraient attendre, juste une confirmation creuse de ce que je savais déjà sur la dynamique familiale, qu'elle continuerait ses schémas dysfonctionnels avec ou sans ma participation. Mais cette nuit-là, j'ai passé quelques appels, d'abord à l'équipe juridique de mon entreprise, puis à un détective privé que j'avais utilisé pour vérifier des sous-traitants pour des travaux de rénovation. Enfin, à un agent immobilier. Quelques jours plus tard, la sonnette a retenti à 9 h un samedi, comme prévu. Mes parents étaient sur le porche, l'air d'être des versions usées d'eux-mêmes. Je les ai laissés entrer sans un mot. Megan se dirigeait vers la salle de sport, elle m'a serré silencieusement l'épaule en passant. J'ai apprécié l'espace pour gérer cette confrontation finale selon mes propres termes. Ils se sont assis maladroitement sur le bord du canapé. Le silence s'est étiré jusqu'à ce que papa le brise enfin, expliquant leur situation, la saisie, la dette, l'effondrement complet de tout. La trahison finale de Kevin. Nous n'avons nulle part où aller, a finalement dit papa, l'aveu lui coûtant visiblement. Nous pourrions tout perdre. Nous sommes toujours ta famille, a ajouté maman, ses larmes contenues. Nous avons fait des erreurs, mais nous t'aimons. L'amour n'a pas de prix, ai-je répondu. Et s'il en avait un, vous auriez dépassé votre limite de crédit depuis longtemps. J'ai sorti une épaisse enveloppe de mon tiroir de bureau, la faisant glisser sur la table basse sans explication. Qu'est-ce que c'est? Demanda maman, sans bouger pour la prendre. Ouvre-la. À l'intérieur se trouvaient des impressions, des documents hypothécaires, un transfert de propriété, des déclarations de règlement des documents juridiques montrant que leur maison, celle dont la vente aux enchères était prévue dans 3 semaines, avait été achetée par une LLC enregistrée dans le Wyoming. Ma LLC, créée 5 jours plus tôt avec l'aide de l'équipe juridique de l'entreprise. J'avais racheté leur dette hypothécaire à la banque avec une décote de 40% l'investissement immobilier en difficulté rendu possible par mes années d'épargne pendant qu'ils dépensaient. Je suis maintenant propriétaire de votre maison. Techniquement, vous êtes mes locataires. Leurs visages passèrent de l'espoir désespéré à la confusion puis à l'horreur à mesure que les implications se faisaient jour. Quoi? Ce n'est pas possible. Tu nous expulses? Siffla maman. Non. Je vous apprends comment fonctionne le monde réel. Je leur ai tendu une deuxième enveloppe. Ceci est un contrat de location. Durée d'1 an, loyer mensuel de 9 cents, bien en dessous de la valeur du marché pour ce quartier. Vous trouverez tous les deux un travail. Vous paierez à temps. Vous économiserez ce que vous pourrez. Après 12 mois d'historique de paiement parfait, je vous vendrai la maison à mon prix d'achat, si vous pouvez obtenir un prêt hypothécaire. Papa a commencé à protester. Je l'ai interrompu d'un geste de la main. L'alternative est l'expulsion immédiate, et vous pourrez expliquer à vos amis restants pourquoi vous vivez dans un motel sur l'autoroute. C'est votre choix. Silence. Où sommes-nous censés trouver 900 $ par mois? A finalement demandé maman. McDonald's recrute. Walmart aussi. L'entrepôt d'Amazon commence à 17 $ de l'heure avec des avantages sociaux. Les chantiers de construction ont toujours besoin d'ouvriers. J'ai haussé les épaules. Bienvenue dans la vie de l'autre moitié. Et Kevin? A-t-elle demandé, incapable de s'en empêcher. Kevin n'existe plus pour moi, et il ne mettra jamais les pieds sur une propriété qui m'appartient. Cela inclut la maison maintenant. Son nom n'est pas sur le bail, et s'il se présente, vous êtes tous en violation et à la rue. Considérez ça comme une ordonnance restrictive avec des dents. Après quelques hésitations, ils ont signé le bail sur le champ. Pas de négociations supplémentaires, pas de larmes, juste le crissement du stylo sur le papier et la froide réalité de leur nouvelle situation qui s'installait. Au moment de partir, papa s'est arrêté sur le seuil. Pourquoi nous aider après tout ça? Je ne vous aide pas. Je brise le cycle. Vous avez élevé un fils qui ne peut pas fonctionner dans la réalité parce que vous n'avez jamais eu à y faire face vous-même. Maintenant, vous allez tous apprendre ce que la vie coûte réellement quand on ne peut pas externaliser la facture à quelqu'un d'autre. Ils sont partis en silence. J'ai refermé la porte derrière eux. Megan est revenue 1 heure plus tard, son sac de sport sur l'épaule. Ils sont partis? Oui. Tu penses qu'ils vont s'en sortir?
demanda-t-elle en prenant un shake protéiné dans le frigo. J'ai haussé les épaules. Ce n'est plus mon problème. Le plus étrange? Je ne ressentais pas de vengeance. Ce n'était pas ça. C'était simplement laisser les conséquences naturelles se produire tout en me retirant de l'équation. Le premier mois après la confrontation, mes parents agissaient comme s'ils vivaient dans un cauchemar dystopique. Maman envoyait des textos presque quotidiennement avec des photos de papa dans son nouvel uniforme chez Home Depot ou d'elle au service client de Target, des messages pleins d'un martyr à peine déguisé, comme si je devais être choqué ou coupable qu'ils travaillent dans la vente au détail à leur âge. Je n'ai répondu à rien de tout cela. J'ai juste demandé à ma société de gestion immobilière de confirmer quand leur paiement de loyer arrivait à temps. Pas d'éloges, pas de commentaires, juste des affaires. Au bout du 3e mois, le rôle de martyr a commencé à s'estomper. Papa a même mentionné qu'il appréciait certains aspects de son travail, la structure, les attentes claires, le fait que lorsque sa journée se terminait, il pouvait vraiment laisser le travail derrière lui. Maman a découvert qu'elle avait un don pour le service client une fois l'humiliation initiale passée. À la fin de leur bail d'1 an, je l'ai renouvelé pour 12 mois supplémentaires au même tarif. Ils avaient été des locataires parfaits, loyer toujours à l'heure, propriété bien entretenue, pas de drame. Papa avait été promu chef de rayon chez Home Depot. Maman était passée de Target à un poste d'assistante administrative mieux rémunérée dans une entreprise locale. Ils construisaient quelque chose de réel pour peut-être la première fois de leur vie d'adulte. Pas glamour, mais solide, durable, basé sur ce qu'ils pouvaient réellement gagner plutôt que sur ce qu'ils pouvaient emprunter ou bluffer. Ma porte ne leur est plus verrouillée, mais le distributeur automatique est définitivement fermé. Le respect se gagne, il ne s'achète pas. Il n'est pas lié au sang. Il se gagne, tout simplement. La famille, ce n'est pas une question de sang partagé ou de nom de famille. C'est savoir qui est là quand vous êtes au plus mal, qui aide sans tenir les comptes, qui voit votre valeur au-delà de ce que vous pouvez fournir. Selon cette définition, j'avais trouvé ma vraie famille. Et cela n'avait rien à voir avec les gens qui m'avaient élevé.